Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur, motherfucking Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé une excellente semaine tout le monde, et oui, encore une autre fois cette semaine, devinez qui qu'on reçoit, nul autre que Laurent Turcot, fait qu'un gros merci à Laurent Turcot. Si vous connaissez pas Laurent, il était déjà venu au podcast, c'est l'animateur de la chaîne L'Histoire nous le dira sur YouTube. Un gars que j'adore, vous allez voir, on a une super belle complicité. Fait que gros merci à Laurent de s'avoir prêté au podcast. C'était vraiment cool de le recevoir une deuxième fois. Un gars crissement nice que je ne lui souhaite que du succès. Fait que sur ce, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, encore une fois, si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue et vous voulez d'autres épisodes bien importants, allez vous abonner au patreon.com/whatsappodcast. Ça vous permet tout d'avoir les podcasts d'avance et pas avoir à attendre à ce qu'ils sortent en ordre chronologique. En ce moment, on a le Doc Mayou qui est là-dessus, ça, qui est exclusif juste aux membres Patreon, fait qu'il ne deviendra pas gratis pour tout le monde. Puis, on a Soulja, il est là, il y a Guy Nantel qui s'en vient, il y a Laurence Leboeuf aussi qui s'en vient, il y a plein d'autres podcasts que je me souviens plus, là, mais il y en a déjà une couple quand même sur le Patreon. Fait que c'est ça, devenez membre Patreon, vous allez tous pouvoir les écouter avant qu'ils sortent en ordre chronologique. Et j'aimerais dire un gros merci à mon team What's Up de cette semaine, encore une fois. Gros merci à Alex Lavoie, Éloi Blanchard, Jérôme Arbour, et on a un nouveau qui est Dr. Love 69, alias Gab au joli pied. Et oui! À cause de lui, je suis pogné à dire ça. Fait que merci, Dr. Love 69. Et on a aussi, encore une fois, loblo.ca. Fait que gros merci à tout mon team WhatsApp de cette semaine. Merci à tout le monde de me supporter. C'est crissement apprécié. Si vous voulez le faire, mais vous pouvez pas le faire de façon financière, c'est bien correct. Il n'y a aucun problème avec ça. Faites juste partager le podcast. Hein. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Hein. Mettez un petit thumbs up. Mettez clocher, je dis tout le temps ça. Cliquez sa cloche, comme ça vous allez faire sûr de rien manquer. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Jerry Alain, ma page Facebook, Jerry Alain, ça va être super apprécié. Taguez-moi dans les stories, ça va me faire plaisir de vous en repartager. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine. Peace out tout le monde! What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, super content de recevoir l'historien, écrivain, animateur de la chaîne YouTube, L'Histoire nous le dira. Hey, j'ai une impression de déjà vu. Laurent Turcot pour une deuxième fois. Ben c'est ça, je suis déjà venu, me semblait aussi. C'est pour ça que j'avais un déjà-vu, comme disent les anglo-saxons. J'ai tellement trippé de te recevoir, là, tu sais, je te l'ai dit tout à l'heure, mais je vais leur dire pour faire sûr que tout le monde l'entend bien. C'est la deuxième fois que je te vois, puis j'ai l'impression que t'es mon grand chum. Ben écoute, moi je te suis beaucoup, puis je commande beaucoup tes affaires, comme tu le sais. Fait que c'est un peu normal. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé la première fois quand t'es venu dans le podcast, puis je t'avais dit, man, c'est sûr, faut que tu reviennes. Puis merci d'avoir accepté. Ben là, tu dis pas non à ça, là. C'est drôle parce que quand t'es pas dans le milieu artistique, tu comprends pas pourquoi les gens disent c'est un honneur. Parce que tu dis, ben là, il t'invite, tu y vas. Non, parce que, tu comprends qu'il invite pas tout le monde. Ouais. Puis, quand il te réinvite, c'est d'autant plus un honneur. Ça veut dire qu'il a aimé ça. Donc, ouais. Je comprends, puis maintenant je te le redis, c'était vraiment un honneur puis d'être surtout ici. moi en plus, parce que moi je le dis dans le podcast qu'il y a plein de monde que j'aime pas. Ben c'est correct, mais on se définit autant par les gens qu'on aime pas, parce que tu sais, en arrivant, j'arrêtais pas de regarder tes cadres en arrière de toi. Mais là, il faut que j'en change une couple là-dedans. Ah, parce qu'ils sont plus socialement acceptables? Ah non, c'est juste parce que là, ça a pas mal évolué. Tu sais, dans le temps, j'aimais bien Bill Hick, mais pour être honnête, je l'ai pas tant écouté, tu sais. Puis la photo de Dave Chappelle, ben, elle fait... Je pourrais en avoir une bien meilleure que celle-là, là, tu sais, fait que... Au moins, on le reconnaît. Ouais. C'est déjà ça. Non, ben, gars, c'est ça, il y en a même deux. Ah ben oui, je le voyais pas derrière toi. Il y en a une qui peut il était bien caché. Ah ouais, fait que puis... Mais en tant que Québécois, t'as Mike Ward, pis c'est tout. Ouais.
Fait que toi, les comiques québécois, à part toi puis Mike, y'a rien? Ben, c'est ça m'a pas... J'ai vraiment mis ceux qui ont eu une très grosse influence sur ma carrière. Puis pour être honnête, il n'y en a pas vraiment eu parce que Mike, c'était le seul que j'écoutais. Ouais. Tu sais, je pourrais mettre genre Patrick Gros avec le Gros Luxe. Ouais, exact. Mais tu sais, j'ai pas vraiment écouté ça. Moi, j'étais vraiment époque très gangster rap. Yeah, Tupac, Dr. Dre, motherfucker. Puis c'est vraiment, dans mes débuts vingtaine, j'ai commencé à écouter l'humour. Ouais. Sinon, j'ai pas vraiment écouté. Fait que tu sais, c'est un peu gênant. Non, c'est correct, c'est correct. Mais moi, Yvon Deschamps, je sais pratiquement rien de C'est vrai, mais tu sais qu'il y a une chaîne YouTube maintenant, Yvon Deschamps, puis on retrouve tous ses monologues. C'est assez impressionnant. En tout cas, les gens qui nous écoutent, si vous l'avez pas essayé, il y en a juste un pour commencer qui va vous rendre compte du bonhomme, c'est les unions Cossadone. Ouais, ben c'est ça. C'est un Canadien français qui dit, de toute façon, moi, j'ai pas de besoin d'union, les unions, les syndicats, là. Ouais. Puis tout le discours qu'il fait, c'est que le gars, tu sais, c'est un porteur d'eau. Tu sens qu'il se fait fourrer, mais il aime ça. Puis c'est correct de même. C'est ça. C'est très ironique. Ben, ça montre la subtilité du second degré. Tu sais, quand il y en a qui disent que Yvon Deschamps, non seulement il le maîtrisait, mais les gens le comprenaient. Ça, c'est l'exemple typique. C'est pour ça que des fois, t'as des humoristes qui flirtent. C'est pas du second degré, c'est qu'ils servent de leur position politique pour faire semblant que c'est du second degré, alors qu'Yvon Deschamps, tu voyais très bien la ligne, mais en même temps, c'était tellement grossier dans le bon sens du terme que t'arrivais à voir. Mais il y avait quand même du monde qui partait à la moitié. Ah, complètement. Complètement. Mais encore aujourd'hui, j'imagine, là, il y en a qui partent. Tu vas te faire une capsule sur lui dans pas long? Ben, en fait, c'est drôle parce que j'ai fait une vidéo sur l'histoire de l'humour au Québec en 2 parties. Ah ouais? Ouais, mais c'est les très vieilles, puis... OK, ben c'est ça, je l'ai... Non, mais c'est normal que tu l'as pas vu parce qu'il y avait peut-être 1000 personnes qui me suivaient à ce moment-là. Puis là, j'ai quand même vu l'histoire du caca. C'est vrai. Mais celle-là était populaire. Puis là, j'étais en train de la remonter, la vidéo, pour en faire une seule de à peu près 30 minutes sur l'histoire de l'humour. Ça s'en vient. Ah, très cool. Mais en tout cas, je voulais te féliciter parce que depuis que t'es venu, t'as eu une nomination aux Gémeaux. T'as-tu gagné? Non, j'ai pas gagné. Non, mais juste d'être là. Moi, écoute, on est allé, c'était le gala des artisans, puis j'étais nommé avec des boîtes comme Radio Cannes, Zone 3, tu sais, des grosses ça débroussaille. Puis moi, j'étais là, puis j'étais un peu crampé d'être là. Puis même, j'ai été dans les 20 nominés des émissions les plus populaires au Québec. Ah ouais. Ça avait juste pas de bon sens. C'était comme... C'est le fun. Hey, ça m'a tellement fait plaisir. Mais c'est là que tu vois quand t'es passionné de quelque chose, tu sais, le monde embarque. Oui, puis tu sais, on en a parlé la dernière fois. C'est que les gens savent pas ce qu'ils veulent si on leur offre pas. Puis moi, dans ma tête, je leur offre de l'histoire, puis j'ai pas besoin de me limiter. Tu sais, si je fais 20 minutes, je fais 20 minutes. Si je fais 1 heure, je fais 1 heure. Puis entre-temps, tu sais, j'ai fait ma capsule sur la Seconde Guerre mondiale. 7 heures sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais tu m'en avais parlé que t'étais en train de la travailler. Ah non, puis tu l'as même décortiqué. Ouais, je l'ai découpé en 7. Une capsule par année, 1939, 40, 41, 42. Puis après ça, je me suis dit, je vais en faire une grosse vidéo. Tout le monde dit, j'en veux plus. Je fais, fine, allez-y, 7 heures. T'en as fait un acide ghost. Oui! Puis il y en a qui aiment ça en même temps. Fait que tu te dis, faut tout pour faire un monde, puis c'est correct. Puis tu sais, ce que je fais sur la chaîne, c'est que j'essaie de faire une série par année. Une grosse série. La première année, ça a été la Révolution française, qui a donné 2h44 minutes au total. En plus, toi, la Révolution française, je la connais un petit peu. C'est ton thème, là. C'est un de mes thèmes, oui. Après ça, ça a été la Première Guerre mondiale. Après ça, ça a été la Seconde Guerre mondiale. Puis l'autre, elle s'en vient. Là, on est en train de finir d'écrire la prochaine série. OK. Ah, c'est très nice. Mais en tout cas, félicitations. J'étais vraiment très content pour toi. T'es fin. Puis que ça continue à bien aller. C'est cool parce que là, on te voit de plus en plus dans des médias. Tu sais, Salut, bonjour, tu vas souvent là. Non, j'y allais, j'y vais moins. T'y vas moins. Salut, bonjour. Mais écoute, j'ai vraiment beaucoup appris à Salut, bonjour. J'étais là régulièrement, là. Puis le fait d'être au contact de la télé, tu vois comment ça fonctionne, puis tu vois tes défauts, puis t'as un retour très rapide. Puis tu sais, les gens qui travaillent en télé, ils connaissent ça. Fait que t'es pas le premier qui arrive là. Fait que j'ai vraiment beaucoup appris à Radio Cannes aussi, à la radio. Puis c'est comme ça que je le prenais. Tu vas là, puis c'est un métier où est-ce que, dans mon cas, t'apprends sur le temps. Tu sais, les comédiens, les humoristes, vous êtes formés au contact du public. Moi, je suis formé au contact d'étudiants. Fait que c'est pas du tout le même public. Fait que j'apprends beaucoup, puis à chaque fois, tu sais, je le fais très humblement, très modestement, puis Dieu sait qu'à chaque fois je me regarde, j'ai fait une erreur là. Ça, c'est pas bon. Là, j'étais pas concentré. Là, mon esprit divague. Pour revoir ces problèmes, puis tu sais, tu le sais, tu te montes. Ouais. Moi, je me monte,
J'y vois tous mes défauts, là. Mais toi, man, t'es très minutieux là, dans tes erreurs, dans tes défauts que tu peux te donner. Là. Tu me disais là, que tu te mettais même du maquillage. Oui, tout, moi, oui. Ben oui, tu te mets du maquillage. Oh, ouais. Parce que ça, j'ai appris. Écoute, c'était à Salut Bonjour. Si j'ai une couette de travers, là, je le fais pour les gens qui nous regardent. Les gens ne regardent que la couette. Ouais. Ils t'écoutent plus. Fait que faut que tu sois... Je dis pas que tu as besoin d'avoir un masque social, mais simplement, faut que tu te présentes pour ton public, puis le public de TVA. Ouais. On s'attend à ça. Joue la game. Si tu fais ça, joue la game. Fait que je la joue, puis en même temps, tu te dis, j'ai un espace de liberté. Ils me permettent de me parler d'histoire pendant 8 minutes aux heures de grande écoute. Puis à un moment donné, on a parlé de Jean-Sébastien Bach pendant 8 minutes. Tu sais, où est-ce que tu peux faire ça? Fait que j'ai vraiment eu un privilège énorme là, de faire ça, c'est le bonjour. Puis je suis très, très, très... Puis écoute, je l'adore, Gino. Là. C'est vraiment un professionnel. Puis les gens qui le regardent de haut, je fais, vous l'avez pas vu travailler parce que, tu sais, tu parles de minutieux, là, Gino, il est vraiment minutieux. Y a-tu du monde qui le regarde de haut, lui? Je sais pas s'il y en a qui le regardent de haut, mais les trophées qu'il gagne sont mérités. Vraiment, là. C'est pas pour rien. Ouais. Tu fais pas autant d'années dans cette industrie-là en étant mauvais. C'est vrai. Ouais. Moi, je voulais te réinviter parce que j'avais pas fini de te poser mes questions, esti, la dernière fois. T'es trop passionnant. Ouais, mais je parle trop. C'est ça que tu veux dire? Tout le monde te veut, esti. Fait que là, tu peux me donner un certain temps, sinon me suivre des enfants. Tu dis ça de même. Tu m'as écrit, tu t'attends-tu de venir? Je t'ai dit oui tout de suite. Ouais, je sais. Puis on a trouvé une date dans les 2 semaines qui s'en venaient. Fait que... Je sais que t'es taquiné. Je voulais te parler parce que c'est... Je vais le dire dans mon jargon à moi. C'est fucking nice. T'as travaillé avec Ubisoft pour Assassin's Creed. Ouais. Hey, ça, c'est malade, ça a été assez fou, d'autant plus que, tu sais, ça commence à dater, c'est 2014-2015, ça. Ouais. Puis quand ils m'ont approché, Ubisoft, bon, qui est une boîte française, mais une grosse partie qui est basée à Montréal, j'avais vu plusieurs des jeux qu'ils avaient fait, notamment celui sur la Renaissance italienne, où on voyait notamment l'assassinat de Julien de Médicis, qui est le frère de Laurent de Médicis. Ça, c'est la grande famille Médicis, qui est très riche à Florence, qui a financé des artistes comme Michel-Ange, comme De Vinci, des esprits super éclairés. Puis là, quand, en fait, j'ai reçu un courriel d'Ubisoft en disant « On est à la recherche de spécialistes qui parlent français et anglais, qui seraient capables de nous donner de l'information sur Paris au 18e siècle, puis on est tombé sur votre site. Est-ce que ça vous intéresserait? » Là, je leur réponds, je fais, ben oui, c'est sûr, ça m'intéresse. Puis tout de suite, ils me font signer une entente de confidentialité pour dire, vous n'avez pas le droit de dire que vous travaillez avec nous. Ça, c'est jusqu'à la sortie du... Oui, mais je leur ai demandé d'être délié de ça quand la campagne de pub a commencé pour pouvoir réagir. Puis très vite, ils m'ont délié. Puis là, je suis entré. Okay. Parce qu'il y a une polémique, je vais y venir. Et là, tu vois, ça a été super. Celui avec qui j'ai travaillé, qui est toujours chez Ubisoft, qui est génial, c'est Maxime Durand, qui est l'historien en résidence là-bas. Ah ouais, il y a un historien en résidence. Oui, mais en fait, ils l'ont engagé carrément. C'est un historien qui est engagé puis travaille sur tous les projets d'Ubisoft. Puis là, il me dit, ben c'est ça, on aurait peut-être besoin que tu ailles former l'équipe à Toronto pour leur donner un peu le sens de Paris à la fin du 18e siècle. Fait que tout ça est en anglais. Je monte une formation de 6 heures en anglais. Je dis que mon anglais était devenu approximatif à 5e heure, là. Ouais. Les you know when the people were walking. Au début, c'était comme so I'm really happy to see you tonight. Tu sais, j'essayais de me l'angliciser aux Britanniques, puis à la fin c'est comme you know là, un peu comme Denis Villeneuve complètement décomplexé avec son accent là, vraiment impressionnant au Tonight Show là, tu vois. So I was talking about the book and I said it could make a good movie, you know. Oh, OK, pour Denis Dune. Villeneuve. Oui, pour Dune, tu l'entends, tu fais, hey, bravo. Hey, il faut absolument que j'aille écouter ça. Je l'ai pas vu encore. Moi, je parle de l'interview. Tu iras le voir, c'est vraiment bon. Mais donc, je donne la formation. Écoute, ça se passe super bien. Je reviens après ça à Montréal, puis ils me disent, bon, ben là, on aurait besoin que tu nous envoies des documents, question de savoir comment ça se passait à Paris, etc. Je leur fournis plein d'affaires. Je les conseille. Puis là, la première bande-annonce sort. Puis, déjà, il demande au conservateur de la Bibliothèque nationale de France ce qu'il en pense. Puis lui, il fait juste évaluer ce sur quoi moi j'ai travaillé. Mais tu sais, je dis moi, mais j'étais pas tout seul, là. J'ai une mini-part là-dedans, là, sur la reconstitution de Paris. Puis il dit oui, ça ressemble quand même assez bien. Il y a quelques erreurs factuelles. Puis en effet, il y en avait. Mais là, après ça, est sorti le jeu. Puis là, ça a été, écoute, une catastrophe. Dans la mesure où, je dis pas une catastrophe de manière méchante, mais ça a été impressionnant ce qu'il y a eu comme battement médiatique. Jean-Luc Mélenchon, qui était
chef du parti d'extrême gauche, est sorti en disant c'est n'importe quoi, Marie-Antoinette cette conne est considérée comme une martyre, et le héros, notre grand héros Robespierre, est peint comme un tyran. Donc là, il nous attaque personnellement, les historiens qui avons travaillé. Voyant ça, j'ai créé Ubisoft parce qu'on était deux principaux, Jean-Clément Martin qui était à Sorbonne et moi, UQTR, québécois, tu sais, eux autres ils se sont dit on va tirer à boulet rouge sur le québécois. De toute façon, que connaît-il à la Révolution, lui qui ne vient pas d'ici? C'est ce qu'il savait pas, c'est que ma mère était française, puis j'ai passé la moitié de ma vie là. Bref. Puis je demande à être délié. Turcot, Non, c'est non. c'est de Desfontaines. Desfontaines. Ouais, mon grand-père a été général dans l'armée française, il a fait les deux guerres, ce qui explique aussi beaucoup mon intérêt pour ces deux. À la fin, en fait, de la Seconde Guerre, l'épisode sur la Seconde Guerre mondiale, t'écouteras les 5 dernières minutes. Je parle de lui, puis on me voit tout jeune avec mon arrière-grand-père, je devrais dire, parce que c'était ça. Mais je reviens. T'as demandé d'avoir... Je demande d'être délié. Ouais. Et là, la map pogne. Puis tu sais, là, en France, sa gueule. Ah ouais. Puis là, ils aiment ça, eux autres, s'ostiner. Ah ouais, t'as des papiers dans le New York Times. Ah oui, c'est ça, le Guardian, the New Yorker, The Atlantic, ici. Non, mais monsieur! Non, mais c'est ça. Je suis français! Ça saute. Puis en même temps, j'étais pas contre ça parce que très vite, ça tournait sur est-ce que le jeu vidéo peut apprendre quelque chose aux étudiants. Fait que tu sais, c'est une polémique qui était un clash, c'est devenu qu'est-ce qu'on enseigne? Puis est-ce que il y a un horizon d'attente de connaissances historiques pour les étudiants ou même pour les joueurs? Puis c'est là qu'avec Jean-Clément Martin, l'autre gars, l'autre prof qui a fait ça avec moi, on a écrit un livre pour expliquer aux gens, bon ben, voici c'était quoi notre travail, puis voici ce qui est présenté dans le jeu, puis voici les improvisations qu'ont fait les créateurs du jeu. Puis on a aussi voulu donner une espèce de, tu sais, les gens qui se disent, c'est-tu vrai ça? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Ben on l'a écrit ça. Comme ça, vous avez une espèce de, si vous avez une volonté de confirmer ou non, ben ça existe. Fait que ça a été l'escapade Assassin's Creed. Assez le fun. Puis je n'en garde que des bons souvenirs. C'est quoi, t'es-tu pogné avec Melançon? Non, pas directement, parce que moi, j'étais pas... Tu as juste répondu en papier? Ouais, ben tu sais, en plus, les enfants étaient très, très jeunes à l'époque, fait que je pouvais pas partir de la maison. C'était hors de question que je parte même 2 jours à aller Paris. Sur un plateau français. Non. Et puis personne payait mon billet, puis tu sais, j'ai pas d'argent, là. Non, ouais, c'est ça. Payer 3000 pièces pour aller se faire engueuler ou engueuler quelqu'un, là, regarde... On va aller dans un bar ici, ça va se passer pareil, là. Ouais, c'est ça. Puis, t'as aimé ça, travailler pour eux autres, de faire ce travail-là? Puis c'est ça, je sais que tu voulais m'en parler la dernière fois, puis j'ai beaucoup réfléchi en venant ici. Puis ça a été un point de bascule dans ma carrière, ça. Parce que je leur ai beaucoup donné d'informations sur ce que j'ai fait moi comme recherche, notamment sur Paris, la promenade, comment les gens vivaient. Puis il y a beaucoup d'éléments qui étaient tirés de ma thèse de doctorat, donc que moi j'avais révélé. Puis ça se retrouvait dans le jeu. Ah, ça, c'est une belle fierté. Oui, puis tu sais, normalement tu touches 2-3 000 personnes quand t'es chanceux avec un livre d'une thèse. Puis là, t'arrives à des millions de personnes. Puis des jeunes. Des jeunes. Fait que tu te dis, peut-être que je pourrais faire quelque chose là-dessus. Puis de fil en aiguille, il y a un YouTuber français que je suivais qui était très bon, ben Nota Bene, que tu connais sans doute, là. Non. Qui est rendu quasiment à 2 millions d'abonnés. OK. C'est Benjamin Briot, puis il me dit « Hey, je fais un documentaire sur Assassin's Creed, puis les jeux vidéo, puis l'histoire. On aimerait ça t'interviewer. On vient à Montréal. On va regarder la gang d'Ubisoft. On va voir Maxime Durand dont je te parlais. Puis là, on se rencontre, puis le courant passe vraiment bien. Puis je dis « Ben garde... j'ai peut-être un plan pour toi. » Je dis, j'ai écrit un script. Je dis, je te l'envoie gratuitement. Je donne le script sur les Jeux de Berlin de 1936. Il revient en France. Il tourne, il monte, il publie 300 000 vues. Je dis, wow. Je dis, t'en écrire un autre. Ça, c'est pour une vidéo, ça. Pour une vidéo de Benjamin. De Nota Bene. J'en écrit un autre sur les loisirs populaires au Moyen-Âge. Il envoie 600 000 vues. Je fais, OK, il y a un truc, là. J'ai écrit un truc à partir de mon mémoire de maîtrise. Ça repart encore. Là, je fais, il y a vraiment quelque chose là-dessus. Il y a vraiment quelque chose. Puis, j'osais pas, en quelque sorte, me lancer. Mais, un peu sur un coup de tête, bien honnêtement, ça allait pas du tout dans ma vie en général. Ça allait pas très bien dans ma job. Tout allait mal. J'étais déprimé. Ah ouais. Mais tu sais, à un moment donné, on dit de la résilience, mais à un moment donné, quand tu touches le fond, t'es capable de donner une impulsion. Puis je me souviens, écoute, j'étais attablé avec un de mes amis qui est historien, Pierre-Luc.
Puis Pierre-Luc est très cassant quand les idées sont mauvaises. Fait que je dis, hey, j'ai une idée de nom de chaîne YouTube. Dis-moi ce que t'en penses. Fait que là, je dis, l'histoire nous le dira. Il fait, c'est bon. Je suis parti, je l'ai même pas écouté la fin. Puis je suis allé sur mon ordinateur, je suis allé sur Gmail, j'ai créé tout de suite le site l'histoire nous le dira. Parce que si tu regardes la date de création de la chaîne, c'est décembre 2017, mais il n'y a pas de maudite vidéo avant fin décembre. Ouais, c'est ça. Puis là, entre-temps, j'ai écrit à Benjamin, puis je dis, mon chum en France, je dis, je veux me partir, qu'est-ce que je m'achète? Puis là, il m'a tout expliqué, les caméras, des trucs comme ça. Puis tu sais, off-cam, avant qu'on ouvre les caméras, je t'ai demandé ce que t'avais, parce que là, tu t'as acheté une nouvelle cam. Ouais, c'est ça. Puis, tu vois, à chaque fois que j'arrive sur un plateau, Télé-Québec, Radio-Can, TVA, je regarde les techs puis je leur dis, c'est quoi que vous avez? Ouais, ça, toi, tu jases avec eux autres. Ben oui, parce que c'est un art, je le sais, pour le faire. Ouais. Puis j'ai énormément de respect. Puis si tu chies une image, si tu chies un son, le contenu a beau être bon, ça marchera pas. Puis tu sais, la première vidéo dont tu me parlais sur l'histoire du caca, là, le son fonctionne vraiment pas. Je savais pas comment ça fonctionnait. Mais le contenu est là, au moins. Moi, toi, dans mes premiers podcasts, au début, genre, j'enregistrais le début de conversation. Fait que, tu sais, là, maintenant, aujourd'hui, il y a du monde qui écoute ça, font comme, Chris, c'est bien long avant que ça start. Ouais, c'est là, je suis ouais, mais dans le temps. Tu le savais pas? Dans le temps, je pensais que c'était une bonne idée. Oui, puis c'est à force, tu sais, c'est que sur le métier, tu finis par te rendre compte de ce qui marche puis de ce qui marche pas, mais plus encore, tu définis ton style. Tu sais, comme en humour, faut que tu te trompes à l'exercice de la scène. Ouais, vraiment. Parce que sinon, tu sais, quand on dit on va casser un show, là, on va roder un show, c'est pas pour rien que vous rodez un show, là. Tu peux pas arriver comme, j'ai mon matériel, la place des arts, clac, ça va se passer. Ben non, ça va pas se passer, tu vas te crasher, c'est évident. Puis si tu ne te romps pas à l'expérience, ça veut dire si tu le fais pas 1000 fois, là, t'es dans la merde. Tu sais, 100 fois sur le métier, tu te feras chier. Mais ça va servir à quelque chose au final. Ouais. Si on en revient avec Assassin's Creed, t'as même fait un TED Talk. Oui, à Versailles. Parce que justement, tu voulais parler du fait de que c'est faux que les jeunes s'intéressent pas à l'histoire. Puis en effet. Fait que, tu sais, t'as tout voulu démystifier ça, je pense. Oui, parce que, tu sais, le truc classique, c'est regarder les jeunes de haut en disant les jeunes sont cons, les jeunes servent à rien, les jeunes s'intéressent à rien. C'est pas vrai, tu sais. D'autant plus avec les jeux vidéo, c'est un médium pour les faire accéder à ça. Assassin's Creed, mais plein d'autres jeux qui impliquent l'histoire, les amènent à avoir une étincelle de savoir. Puis, tu sais, toute ma fonction dans l'espace public, c'est ça. C'est que les gens pensent que ce qui est de l'ordre intellectuel. Puis tu sais, au Québec, quand on dit intellectuel, c'est comme, oh, ça va être plate. Puis des fois, oui, en effet, tu sais, le gars qui arrive avec des bas bruns, une chemise brune, puis un veston brun, puis qui parle brun, puis un monocorne, ça se passera pas. Mais je pense qu'il y a une manière de dire les choses où est-ce que tu peux t'exprimer, tu peux parler à tout le monde, puis les jeunes s'intéressent à ça. Tu sais, la chaîne aujourd'hui, je le sais maintenant, j'en ai la preuve, 70% de mon public est âgé de 14 puis 35 ans. Fait que c'est du jeune, puis c'est pas du... Moi, j'ai décidé de pas m'adresser à tout le monde. Je me suis dit, je vais m'adresser aux gens qui sont érudits, qui ont envie d'en savoir plus. Puis ça, c'est l'erreur. Les gens qui se lancent sur YouTube, un podcast, qui disent, moi, je veux être mainstream, je veux toucher tout le monde. Tu vas toucher personne. Essaie de toucher un public ciblé. Puis si c'est bon, ce que tu fais, les gens vont venir. Mais tu sais, à trop vouloir être un touche-à-tout, des fois, tu touches à rien. Moi, il fallait juste que je sois intègre avec moi-même, tu sais, puis que ça me ressemble moi, puis je change pas. Puis ceux qui aiment, ils écouteront. Mais c'est ça, parce que tu te trafiques pas. J'ai un petit succès, ça a pris du temps, là. T'es encore en train de monter. Mais c'est ça, mais tu fais bien de le dire, ça, parce que les médias sociaux, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Tu sais, c'est drôle parce que YouTube nous a donné accès dernièrement à la courbe qui nous permet de voir le nombre d'abonnés. Puis tu le vois, là, je vais le faire pour les gens qui nous regardent, là, ça monte ben tranquillement pendant 1 an et demi. Puis là, et puis il y a comme un point de rupture où est-ce que tu rentres dans l'algorithme, puis ça va, puis fiouing, là, ça monte. Ouais. Mais tu sais, c'est peut-être 2 ans et demi. 2 ans et demi de travail que des fois, t'as l'impression qu'il est dans le vide. C'est pour ça que je te parlais de ma vidéo sur l'histoire de l'humour. Personne l'a vu. Tu sais, elle a fait 10 000 vues. Aujourd'hui, 10 000 vues, je fais ça en 1 jour quand je sors une vidéo. Fait que... C'est cool, ça. J'aimerais savoir ça. Ah, c'est nice, man. Puis,
Ouais, fait que Ubisoft, quand ils t'ont approché pour ça, t'as-tu joué Ben oui, j'ai joué. Oui, puis en Creed? plus, avant même que le jeu sorte, ils m'ont dit, viens dans les bureaux, tu vas pouvoir jouer. Fait que Maxime m'a montré, puis tu sais, c'est capotant parce que tu travailles. Oui, tu travailles pendant des années sur un sujet, puis tu vois, t'as une représentation de la ville telle qu'elle est, puis le poum, ta voix. Bon, c'est sûr que c'est une reconstruction. C'est pas comme un Back to the Future, là, mais c'est quand même tellement immersif, puis ça te fait ressentir la ville. Qu'est-ce que t'as moins aimé, tu veux dire? Tu sais que... Ah, ce que j'ai moins aimé, mais tu sais, c'est parce que je peux pas le critiquer comme un livre d'histoire. C'est sûr que je voyais les défauts de voir, par exemple, un drapeau tricolore, du monde avec un chapeau de forme, ou des anachronismes de vêtements ou de meubles. Mais tu sais, il y a juste moi qui vois ça. Oh, il y en avait. Ouais. Il y en avait plein. Ouais. Mais en même temps, tu te dis... Il y en avait trop, genre. Non, il y en avait pas trop. Il y en avait pas trop. C'est pas ça la question. C'est juste que, tu sais, c'est tout le temps les gens chagrins qui veulent trouver la marde. Puis eux autres, leur but, là, c'est de trouver ce qui marche pas. Puis quand ils trouvent ce qui marche pas, ils sont heureux. Et moi, je suis pas de même. Tu sais, je me dis, ils en ont tellement fait. Dans l'ensemble. Ouais, que l'appétit qui est le tien est rassasié. Quand même, parce que tu vois. Mm-hmm. Ouais. Parce que toi, tu disais justement que t'aimes bien... Attends, comment t'avais dit ça? C'est les... si je l'ai écrit ici. C'est les éléments de faible intensité. T'as dit ça dans... Les événements de faible intensité. Ouais. Ça me... Comme les rumeurs. Oui. Mais tu sais, ce qu'on appelle des événements de faible intensité, c'est que t'as des gros événements, comme la prise de la Bastille ou encore la mort de Louis XVI. Mais t'as des événements qui laissent pas de traces dans l'histoire. Des événements, par exemple, la sensibilité d'une femme qui tombe amoureuse d'un homme ou encore la sensibilité de, justement, la rumeur publique qui commence à monter, la manière dont on va aux toilettes, la manière dont on s'aime, la manière dont l'amitié se tisse, la manière dont on reçoit l'effroi face à un événement. Ça, c'est des événements de faible intensité qui laissent pas de traces dans l'histoire, mais qui fait tout le sel de la vie. Tu sais, entre toi puis moi, ce qui fait que ta journée est belle, c'est pas que j'ai pas participé à un grand événement historique, c'est que t'as mangé des bonnes côtes levées quelque part, ou encore que t'as vu un film qui t'est complètement ravi, puis t'as une fulgurance à ce moment-là, mais ça n'a d'importance que pour toi, puis tu sais, c'est une faible intensité dans ta vie, mais quand même, je trouve que ça révèle. Mm-hmm. Puis, maintenant, les rumeurs, tu sais, est-ce que t'as essayé de faire mettre ça dans le jeu? Mais ils l'ont fait, ça, beaucoup. La rumeur, ce qu'on appelle la rumeur publique, tu sais, c'est l'opinion publique. Comment les gens discutent d'un événement, même si ils savent pas lire, par exemple. Ouais. Parce que t'avais... Genre d'un petit café. Oui, dans les cafés, puis souvent, ils mettaient des ordonnances, c'est-à-dire des décisions royales, des décisions de l'Assemblée nationale. Puis une personne qui lit, elle, est capable de dire « Ah! Voilà ce qui est écrit », puis les autres commentent. Ah ouais? Ben oui, parce que c'est faux de croire que... C'est comme le lecteur de nouvelles. Oui, t'as pas besoin de savoir lire. C'est le Bruno de l'époque. Oui, puis t'as les crieurs publics aussi. Mais t'as pas besoin de savoir lire pour être au courant. Tu sais, de la même manière qu'aujourd'hui, t'as pas besoin de te faire une conscience politique en lisant tous les programmes de partis politiques. Ça te pénètre malgré toi, puis t'es au courant de ça. Puis de penser que les gens de l'époque étaient pas comme nous là-dessus, c'est une erreur. C'est pour ça que je te dis des événements de faible intensité. Okay. Ça permet de s'en rendre compte, ça. Ouais, je m'étais trop éloigné, excuse-moi. Ah, ben ouais, des fois, c'est moi qui est trop non, tu fais bien. Puis eux autres, c'est quoi? Ils l'ont intégré pas juste au graphique ou... Ah non, tu les vois? Tu vois, par exemple, des groupes de gens qui discutent puis qui lisent, par exemple, une ordonnance. Fait que ça, tu le vois. Tu vois aussi des gens qui sont en train de cirer les chaussures, des gens qui sont en train des officiers de police, des mendiants, des trucs comme ça. Tu sais, c'est toute la vie, l'ordinaire de la vie, le sel de la vie qui est là. Puis, mais je voulais dire aussi, ça, c'est pas juste au graphique, mais aussi dans l'histoire du jeu. Oui. T'as eu rapport... Non, ça, moi, j'ai pas été sur l'histoire du jeu. Ça, là, il y avait comme deux parties. La partie de l'histoire du jeu, ça, c'était Jean-Clément Martin qui s'en occupait. Moi, c'était vraiment juste la représentation de la vie urbaine puis de la vie quotidienne. De faire plus sûr que c'est soit représentatif. Ouais, c'est plus mon domaine de recherche, je te dirais. En tout cas, ça a dû être cool en Chris à travailler là-dessus. C'était très le fun. C'était très, très le fun. J'étais un peu triste quand ça s'est fini aussi, là. Est-ce que il y en a d'autres jeux que t'aimerais faire ou participer? Oui, mais tu sais, je suis pas spécialiste de tout. Celui qui était sur l'Égypte antique, je suis pas spécialiste de l'Égypte, puis ils ont pris une historienne qui était très bonne pour le faire, puis c'était super. Le Valhalla aussi, tu sais, je suis pas spécialiste des Vikings, je peux pas m'improviser. Puis tu sais, ce que je fais sur YouTube, c'est de la vulgarisation, c'est pas de la spécialité comme telle. Fait
faut savoir un peu où sont nos limites aussi. Ah, très cool, mon gars. Je voulais te parler aussi de certains événements qu'il y a eu dans l'actualité. Ouais. Puis j'aimerais savoir ton point de vue là-dessus. Comme il y a eu, je pense que c'était l'année passée, ils voulaient enlever un cours d'histoire occidentale. Ouais. Ça, tu veux t'expliquer j'ai pas suivi ça, puis bien honnêtement, j'essaie de pas discuter de ça parce que, je suis pas prof à ce niveau-là. Ah, puis je me sentirais pas à ma place de commenter pour des gens qui sont au fait, puis qui le font très, très bien. Fait que je t'avoue que je l'ai suivi quand même. Ils voulaient retirer une partie, par exemple, de l'histoire antique pour ne plus l'enseigner puis enseigner autre chose. Mais en même temps, comme je te dis, c'est pas mon domaine. Fait que, tu sais, quand je te dis, il faut savoir c'est quoi ses limites, là, pour pas... Puis je préfère faire ça, dire hey, je préfère pas parler de ça parce que c'est pas mon domaine, parce qu'en même temps, ça te montre que ce que je te dis, par exemple, je suis plus assuré puis je suis plus à l'aise là-dedans. Ben ouais. Mais c'est parce que, tu sais, on vit tellement dans une époque où ce que tout change, puis on veut adapter ou, c'est ça, le changer, l'améliorer. Fait que, tu sais, je me demandais c'était quoi ton point de vue sur certains enjeux. Là, tu sais, je viens de te poser cette question-là, mais, tu sais, ma tante, genre sur la censure, tu sais, dans les écoles, dans les universités, tu sais, je me demande... Ben, moi, je me censure pas, mais tu sais, ce qu'il faut avoir, c'est que faut que tu y ailles avec délicatesse et empathie. C'est que tu peux pas te permettre, il y a des mots, puis il y a des mots qui sont violents. Il y a des mots qui sont dangereux. Puis il faut que tu les dises avec... En fait, même, as-tu besoin de les dire? As-tu besoin de dire ce mot-là qui heurte, qui brise, tu sais, des mots armes, comme le disent certains? Je suis pas sûr que tu as besoin de le dire. Ouais. Je pense que ça sert à rien. Je pense que tu as une manière... Mais en même temps, je suis pas en littérature. Il y a des textes en littérature où le mot qui commence par N, par exemple, se retrouve énormément. Puis ça, comme je suis pas littéraire, je pourrais pas te le dire. Tu sais, littéraire, ça veut dire spécialiste de l'histoire de la littérature. Je peux pas te le dire. Mais du point de vue de la censure comme telle, moi, je me sens pas censuré du tout. Au contraire, je suis libre de dire ce que je veux dans ma classe. Mais ce que je dis, je fais toujours attention pour ne pas heurter les gens. Puis en étant conscient que l'histoire, ce n'est pas que le passé, c'est un présent perpétuel. Donc, d'aborder le passé comme quelque chose qui nous est étranger puis auquel on n'a pas de lien, c'est faux, au contraire. Tu peux raviver des blessures très intenses. Puis même quand tu parles du quotidien des gens, quand tu parles de l'histoire de la prostitution, quand tu parles de l'histoire du viol, par exemple, tu peux pas le faire de manière nonchalante. C'est des termes qui sont violents. Puis tu sais, t'as la grande question sur l'éthique de l'historien, de l'historienne. Puis c'était un grand historien qui disait « Comment peut-on parler de la Shoah sans ne pas... » En fait, on peut pas parler de la Shoah... Je recommence. Quand on parle de la Shoah, il faut automatiquement considérer que c'est mal, dangereux, que c'est odieux. Tu peux pas dire... parler froidement de la Shoah. Tu peux pas dire... C'est quoi la Shoah? La Shoah, c'est quand on a tué des Juifs. Okay. Quand c'est le grand assassinat des Juifs sous le régime nazi. Tu peux pas dire ça froidement. C'est l'Holocauste, oui, ce qu'on appelle la Shoah. Puis tu peux pas dire ça avec un détachement. C'est odieux ce qui s'est passé. Donc de la même manière que l'implication émotive que tu peux avoir envers certains sujets, il faut que tu l'aies avec tous les autres, autochtones, pour les immigrants. Puis cette attitude-là de délicatesse, d'ouverture, puis d'empathie, je pense que ça fait de nous des meilleurs historiens, des meilleures historiennes. C'est pour ça que le débat sur la censure, c'est pas tant ça qui m'intéresse de savoir que, au contraire, c'est qu'il y a certains profs qui peut-être apprennent qu'il faut avoir de l'empathie quand on raconte les choses parce que c'est chargé. Mm-hmm. Mais quand il y a eu comme le prof qui a dit le N-word dans un contexte pédagogique puis qui a été censuré, qui a été suspendu après. Je t'avoue que moi il me manque des données là-dessus. Ouais, non, ça c'est parce que on sait pas. En fait, l'enregistrement est disponible, l'université l'a pas vu. Là, c'est encore en débat, c'est pas fini. Tu sais, j'ai vu tout ce qui s'est fait. J'ai regardé ça, puis je comprends, mais on est tellement dans une époque où les gens parlent énormément, les gens ont envie d'être, comment dire, de se faire entendre, puis c'est correct. Puis en même temps, tu sais, quand tu as subi pendant des années une oppression, quand
t'as subi de la discrimination, quand t'as été réduit à moins que rien, quand t'as pas eu la parole, puis là, tout d'un coup, tu l'as la parole, puis elle porte, ben t'as envie qu'elle porte cette parole-là, puis t'as envie pas de convertir, mais de faire comprendre aux gens. Fait que, il y a un temps pour gueuler, puis il y a un temps pour écouter, puis en ce moment, je pense que c'est le temps d'écouter. Mm-hmm. En tant que ma position de privilégié, c'est un temps d'écouter, c'est un temps d'être empathique, c'est un temps d'être ouvert, puis je pense que j'en suis là, moi, en ce moment, tu vois. Puis tu ressens pas de rectitude politique ou Ce débat-là, je suis pas spécialiste de ça. Puis je parlerai à travers mon chapeau là-dessus. Parce que elle ne se limite, mon interprétation, qu'à ce que j'ai vécu. Puis le problème des gens qui ont trop d'opinions parfois, c'est qu'ils font de l'induction, c'est qu'ils partent de leur vécu, puis en déduisent une généralité. Ouais, c'est très dangereux comme posture intellectuelle. Ouais. Tu sais, de dire, moi j'ai vécu ça, donc tout le monde a vécu ça. Moi je pense ça, tout le monde... Au contraire, j'ai 2-3 amis là, qui ont vécu ça. Là, fait que, ben là, c'est pas si pire que ça. Tu peux pas faire ça. Tu sais, ça veut pas dire que c'est faux, mais ça veut pas dire que tu peux en faire une généralité. Soyons sérieux à un moment donné. Puis tu sais, tout le monde n'a pas à dire son opinion sur tout. Puis moi, je suis de ceux qui... vous avez pas besoin de mon opinion, puis c'est correct. Puis tu sais, moi, ce que je me dis, c'est que j'ai choisi mon angle. Mon angle, c'est... Je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous donner des faits. Je vais vous donner de la matière à réfléchir. Mais pour de la chronique militante d'un côté ou de l'autre, venez pas chez moi. C'est pas ici que ça va se passer. Ah ouais? Ouais. OK, autant des deux bords. Autant des deux bords, je l'ai fait quand même, tu sais. J'ai une vidéo sur le racisme qu'on a fait avec Alexandre Dumas, pas l'auteur, mais un historien qui est excellent. Après George Floyd, pour faire comprendre ce qu'était le racisme, puis que c'est une construction historique sociale, puis c'est volontairement pour minimiser les Noirs, puis comment cette construction-là a été oppressive à travers le temps de manière odieuse. Juste de raconter ça, tu vois, encore aujourd'hui, j'ai plein de commentaires où je me fais ramasser, où je me fais insulter, ou encore une autre vidéo... Par des racistes. Et une autre vidéo sur les antivax, parce que j'ai fait une vidéo sur les émeutes antivax en 1885 à Montréal. Vous irez la voir, parce que je commence à dire dans un premier temps, les vaccins fonctionnent, et il est faux de dire que les vaccins causent l'autisme. Ouais. Tout de suite. Fait que je le savais, j'allais me faire étrier. Mais ça, c'était en 2019, c'était avant la pandémie en plus. Puis j'en ai fait une autre sur la Terre plate médiévale, pour dire, on n'a jamais pensé que la Terre était plate. Au Moyen-Âge. Je me suis fait insulter. Puis tu sais, j'ai comme ma dose à un moment donné. Puis t'as Marie Typhoïde aussi. Oui, Marie Typhoïde, celle-là, j'ai eu du fun à l'écrire. Ah oui, sur comment une femme qui a amené la typhoïde à plein d'endroits, puis comment, justement, quelqu'un qui est pas mis en quarantaine va en tuer une couple. Là. C'est ça, ben on va y revenir, je sais, parce que ça fait partie des questions que je voulais te poser. Mais, OK. Fait que c'est ça. Ben, c'est parce que j'avais une couple de questions qui tournaient un peu dans ce champ-là, un peu, tu sais. Puis je voulais pas trop te pousser si ça tente pas d'aller là. Non, mais j'irai pas probablement parce que c'est pas mon domaine. Puis tu sais, comme je te dis, j'ai pas envie d'ajouter ma voix. Tu sais, c'est la voix d'un citoyen. Puis j'ai plus envie d'entendre la voix de spécialistes là-dessus. Qui ont des choses plus intéressantes à dire. Mais moi, c'est parce que je me demandais aussi, si ça te tente. Vas-y. Tu sais, quand on voit des changements de nom de rue, oui. Tu sais, ce phénomène-là de... Moi, ça me dérange pas. Tu sais, on l'a vu avec la rue Amherst, tu sais, qu'on a enlevé pour la remplacer par un nom autochtone que j'ai... Atatagen. Atatagen. Ah, c'est ça? Atatagen. C'est plus simple à dire. C'est Atatagen, mais ça se prononce Atatagen, si je me souviens bien. C'est comme Kanawagé. On devrait dire Ganawagé. Ganawagé? Ouais. Ah, OK. Ouais. Mais tu vois, ça fait partie de la réconciliation qu'on doit adopter. De travailler les prononciations aussi autochtones, puis de se dire, pas regarder les langues autochtones, puis surtout les langues autochtones au pluriel, pas les regarder de haut. Ouais. Ça, c'est... Déjà, si on a cette posture-là, ça s'en va dans le bon sens. Là. Ben moi, en tout cas, je serais pour d'enlever Johnny McDonald. Ah, mais moi aussi. Moi, non, mais moi, ça, je l'ai dit. Moi, je l'haïs assez. Ben, c'est pas... Oui, moi, je l'haïs, mais tu sais, en tant que citoyen, mais surtout, c'est qu'on a le droit de faire ce qu'on veut dans l'espace public du point de vue de la mémoire. Tu sais, l'histoire puis la mémoire, c'est deux choses. Ouais. L'histoire, c'est une enquête historique pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Point final. Pour la mémoire, c'est de quoi veut-on se rappeler dans l'histoire pour fonder notre société?
Est-ce que d'avoir un dude blanc, raciste, anti-autochtone, anti-francophone, comme sur les billets de 10 piastres ou encore en plein milieu de Montréal, d'en avoir une statue, est-ce que c'est correct? Moi, je n'ai pas besoin. Non. Prenez-le, amenez-le dans un musée, mais j'ai pas besoin, à chaque fois que je passe devant, de dire « Oh ouais, il a dit à propos de Riel sera pendu et tous les chiens du Québec peuvent chialer tant qu'ils veulent ou peuvent japper tant qu'ils veulent. » Ils nous considéraient comme des chiens. Puis les autres comme des sauvages. Ils appelaient tout le temps de même. Puis tu sais, c'est pour ça que tu te dis, on peut l'enlever. Tu sais, à ce moment-là, tu sais que si tout ce qui a été construit dans l'histoire doit être gardé, tu fais, hey, on va embaumer la ville puis personne va y toucher. C'est pas ça la vie. Faut que ça bouge, faut que ça roule. Puis c'est correct. On a le droit de débaptiser. On a le droit d'enlever et de placer dans un musée. Tu sais. Quand elle a été démontée, même détruite, la statue de Johnny McDonald, moi je l'ai vu, j'ai fait, ben c'était sûr, ça s'en venait, gang. Ça faisait des années qu'on se disait que ça n'a pas de bon sens que cette statue-là soit là. Puis tout le monde faisait, mon Dieu, c'était inattendu. Ben non, c'était pas inattendu, pas pantoute. Moi je me demandais, t'es-tu souverainiste, toi? Ou tu veux pas te positionner? Non, je veux pas me positionner. Je veux pas me positionner. Je viens d'une famille qui l'est de loin, là, de loin. Ouais. Mais c'est ce que la question se pose pas en ce moment, moi, dans ma tête. Mais tu sais, si tu me demandes mon identité, je suis québécois. Ouais. Je pense que ça répond un petit peu à ta question. Ouais. OK. Puis, ouais, c'est ça, parce que, tu sais, je me souviens, t'avais parlé de ça dans un podcast. Je pense que c'était le podcast à Thomas Levac, justement, où j'avais bien aimé ça quand tu dis, tu sais, il faut pas l'enlever de l'histoire, il faut juste le placer dans un musée. Oui. Dans une place. Tu sais, c'est pas de changer l'histoire, c'est juste, c'est ça, il y a une différence entre la place publique. Oui, c'est ça. Ben oui, la place publique, c'est un moment de commémoration. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on veut commémorer de Johnny McDonald? Oui, OK, il a fait le Canada. OK. C'est un personnage important pour le Canada, qui était aussi corrompu, qui était aussi un petit peu raciste. Même beaucoup. Anti-francophone. Ça commence à faire mal, là. C'est la même affaire avec la controverse de McGill. Oui. C'est McGill. Ouais. Ils ont fêté leur 200e une couple d'années. Ouais. Puis les gens ont dit, ben là, il y avait des esclaves. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que... Noirs puis autochtones. Oui. Mais, ça, tu sais, là, on est rendu quasiment dans des questions éthiques, là. Ouais. Puis, on a le droit de débaptiser. On a le droit. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être se faire des états généraux pour dire, OK, gang, il y en a une couple de noms qui sont comme plus acceptables. On va pas les effacer de l'histoire, mais on va peut-être pas les célébrer. Puis ça, c'est pas méchant non plus. Tu sais, le fait qu'il n'y ait aucun nom autochtone ou presque, c'est pas normal, ça. Tu sais, t'as Hochelaga Maisonneuve. Hochelaga, c'était le premier nom de Montréal qui était autochtone. C'est devenu un quartier de Montréal. Mais il y a plein d'hommes et de femmes qui ont laissé des traces autochtones qui mériteraient d'être relevées. Ouais. Je pense, du moins. Mais là, les historiens se sont-tu entendus pour savoir si Montréal, c'était un territoire autochtone ou non? Ben, ça a l'air qu'il y a comme un gros débat. Oui, il y a un très gros débat. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Puis là, ça, je regarde dans l'opinion populaire. Je sais pas, je devrais faire ça. Mais, puis là, il y en a qui disent, ouais, mais il y a plus d'historiens qui disent que non, fait que ça serait non. Moi, je suis pas spécialiste de ce domaine-là, je peux pas te le dire, mais c'est vrai que beaucoup d'historiens, Alain Beaulieu, Serge Bouchard aussi, qui disaient que il y a pas de preuve historique que c'est un territoire Mohawk non cédé. Sauf que t'en as d'autres qui disent, puis je pense que c'est sûrement pas à négliger, au-delà de ça, c'est que c'est une manière de dire nous n'étions pas les premiers et de reconnaître l'apport des Autochtones, de reconnaître que oui, peut-être qu'ils ont pas planté le drapeau comme l'ont fait les Européens, mais c'était leur territoire. Puis la notion de territoire autochtone était pas la notion de territoire des Européens. Tu sais, les Européens, ils arrivent, ils plantent un drapeau, ils dessinent des cartes, ils nomment les affaires, c'est à nous ici. Les Autochtones, c'était plus vague. Même ça, comme appartenance. Même ça, il me semble, eux autres, l'affaire de posséder de quoi, ça faisait même pas partie de c'est ça l'affaire, c'est que la conception n'était pas la même. Puis tu sais, Isabelle Picard, qui est une ethnologue autochtone, l'écrit très bien, puis le dit très bien, ça, je pense. Fait que, tu sais, j'ai pas envie de dire que c'est un faux débat, mais les gens qui tiennent bec et ongle à montrer que les Autochtones, c'est pas un territoire non cédé, je me dis, OK,
mais qu'est-ce que vous voulez derrière ça? La vérité historique, OK? Ou, au contraire, minimiser la position des Autochtones dans ce qu'ils doivent avoir comme espace public aujourd'hui. Fait que c'est là que tu vois que c'est pas tant de l'histoire que c'est un acte politique. Puis c'est pour ça que les historiens ont parlé, les historiennes et les historiens ont parlé, puis là, c'est pris en charge par des postures idéologiques. Puis moi, à la posture idéologique, j'ai rien à dire parce que c'est pas mon fait, tout simplement. Mais je pense, malgré tout, que la réconciliation entre les Blancs et les Autochtones, ça va pas se faire du jour au lendemain. Fait que faut prendre le temps, faut être empathique, faut être ouvert. Mais moi, qu'est-ce que je trouve laid là-dedans, c'est qu'il y a des politiciens qui se servent de ça comme pour aller chercher du capital de sympathie. Puis tu sais, là, avec les votes, on les a tous vus. Là, oui. Oh oui, on l'a vu. Non, mais là, tu parles de Justin Trudeau. Puis là, c'est comme, OK, mais en réalité, qu'est-ce que tu fais réellement? Oui. Tu sais, ils reportent en appel les Autochtones qui les enfants qui ont vécu les pensionnats, tout ça. Ils reportent ça en appel, puis là, il fait que, ouais, mais on va vous donner une journée de commémoration. C'est comme, ouais, non. Oh ouais, puis il part en vacances, puis il est même pas là pendant la journée. Fais juste pas me donner... tu sais, fais juste pas aller en appel, déjà là. Ça va être déjà mieux. Ouais. Puis, quoi d'autre? En tout cas, il y avait plein d'affaires que je faisais comme... Ben, c'est hypocrite, tu sais. Oui, non, il y a beaucoup d'hypocrisie, mais tu sais, là, on rentre dans l'acte militant puis dans l'acte citoyen. Puis moi, ma voix compte pas plus que celle d'un autre rendu là. Puis c'est là que, tu sais, quand je te dis, il faut savoir jusqu'où est la limite de notre voix. Je considère pas que ma voix a plus d'importance que les autres dans ce débat-là. Pour ça qu'à un moment donné, tu fais, je préfère écouter. Écouter les spécialistes, écouter les Autochtones aussi qui ont pas été écoutés pantoute pendant de nombreuses années. Fait que je pense qu'on en est rendu là. OK. Ben, thank you d'avoir parlé. Même si je sais que... Non, mais ça me fait plaisir. Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné... C'est un sujet chaud. Oui, c'est un sujet chaud. Puis tu sais, j'ai pas pris position, puis je l'ai pas plus pris aujourd'hui. Mais moi, au contraire, je pense que plus t'en connais, mieux c'est. Fait que si les gens veulent en savoir plus, faut lire. Mais t'as quand même dit que Johnny McDonald, tu l'aimais pas. Ah, ça, je l'ai déjà dit. Ouais, j'ai aucun problème à le redire. C'est enregistré. Ah oui, mais non, écoute, tu peux voir, même, je l'avais donné cette entrevue-là à m'amener à RDI. Puis le présentateur était pas d'accord, il comprenait pas ce que j'étais en train de dire. Je fais, ben oui, parce qu'il dit, l'historien va dire, faut conserver la statue. Je fais, non, enlevez-la, ça me dérange pas. Puis c'était comme tout déstabilisé. Je fais, mais... Non, mais t'es pas contre, c'est ça, de l'avoir d'un musée. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui m'ont dit après ça, ils disent, ouais, mais on s'attaque à un patrimoine parce que c'est un artiste, un sculpteur qui l'a fait. Je fais, ça, c'est un argument. C'est un bon point. C'est un point, mais pour aller dans un musée, pourquoi il faut absolument qu'elle soit dehors? Tu sais, ça se peut, ça aussi. De la même manière que le crucifix à l'Assemblée nationale. Enlevez-moi ça. Tu sais, ça a duré beaucoup trop longtemps, la discussion qu'il y a eu autour de ça. Ouais, surtout de nos jours. Ouais, ça pue de bon sens. Fait cool. Ah oui, c'est ça. Je voulais savoir. Puis ça, en plus, tu vas pouvoir avoir une réelle opinion. ça veut dire que j'avais pas une réelle opinion avant. Ah, excuse. Non, c'est juste... je pense que t'as compris quand même. Ben oui, je te niaise. Là, j'étais en train de... Ben non. Crise d'anxiété. Je me demandais, tu sais, les cours de secondaire, tu sais, d'histoire au secondaire, est-ce qu'ils sont représentatifs de qu'est-ce qui s'est réellement passé ou est-ce que c'est une version un peu... Ça dépend. Écoute, je peux pas tout te dire. Moi, j'ai vu certains manuels, une version de ce qui s'est passé. Tu sais, encore une fois, j'enseigne pas au secondaire. Je parlerais vraiment à travers mon chapeau. Je pense qu'il faudrait... Mais tu pourrais inviter des profs de secondaire. Ça vaudrait la peine. Ben oui. Oui. Non, parce que tu sais, moi, j'enseigne à l'université. Fait que j'enseigne... Moi, j'essaie de me tenir à jour de la recherche puis de leur enseigner justement là où on est rendu. Mais écoute, les programmes des ministères, c'est tellement complexe. Puis quand je vois mes collègues, justement, qui se battent bec et ongles pour que on soit à jour. Mais je pense que ça se passe quand même assez bien. Mais je saurais pas te dire plus que ça. Je suis plate. Hein? J'ai pas trop d'opinion. Non, ben c'est correct. Moi, je pose la question, puis je garde ce que tu me donnes. C'est bon! Ouais, j'avais une couple de questions sur... parce que toi, t'aimes beaucoup pas la Renaissance, mais toute l'époque de la Révolution, je veux dire. Puis là, il y a eu le mythe, justement, du le masque de fer. Oui. Ça vient de cette époque-là, ça? Ben, entre autres, parce que
Ça, on peut en parler. Oui, on peut en parler, bien sûr. Non, c'est parce que quand on est rentré dans les prisons, les différentes prisons comme la Bastille, le Fort-l'Évêque et autres, on a trouvé en fait des lettres qui parlaient d'un certain masque de fer. Ah, c'était pas le prisonnier. Non, okay. non. Puis il y en a, après ça, Alexandre Dumas, on a tiré un roman qui était L'homme au masque de fer, dont on fait un film avec Leonardo DiCaprio, qui partait l'idée selon laquelle c'était le jumeau de Louis XIV, qui était pas fin. Voltaire. Il en a parlé, Voltaire. Okay. Il en a parlé, mais écoute, je saurais pas t'en dire plus que ça là, sur l'homme au masque de fer. Mais ça vient de la Révolution. En fait, on a trouvé des documents de la Révolution qui auraient permis de révéler ou de pas révéler qui était. Ouais. C'est une belle histoire quand même. Hein? Ouais. Tu rentres un peu dans un mythe. Mais c'est plus un mythe que... C'est plus un mythe. Parce qu'il manque de documents. Tu sais, quand t'as pas de documents pour prouver la chose, t'as un mythe. Ou du moins, on raconte que... Moi, c'est la formule que j'utilise quand j'écris, là. On raconte que un homme aurait été retrouvé... Puis tu sais, le conditionnel t'empêche d'affirmer ouvertement puis te protège aussi en même temps. Je me demandais, tu sais, les complots, parce que t'as fait justement une vidéo, tu sais, t'en as parlé tout à l'heure, les Flat Earthers, là, qui pensent, on va les associer surtout à l'époque du Moyen-Âge en faisant ils sont débiles, ils pensent ça. Puis c'est insultant pour le Moyen-Âge, je trouve. C'est ça, parce que finalement... Ben, moi, je fais partie de ceux qui pensaient qu'au Moyen-Âge, ils pensaient ça, tu sais. Mais écoute, dès l'Antiquité, on le savait qu'elle était ronde. On a même calculé la circonférence. Eratosthène a calculé la circonférence de la Terre. À quelques kilomètres près, si je me souviens bien. Puis même avant ça, les Sumériens aussi. Oui. Non, fait qu'on le savait. Puis, écoute, tu vas voir dans la vidéo, c'est qu'on raconte que c'est un auteur du 19e siècle américain qui a inventé l'idée que quand Christophe Colomb a fait ses voyages, les gens pensaient que la Terre était plate. Mais tu sais, c'est parti d'une fois puis ça a twisté, puis les gens ont comme aimé ça, tu sais, un Moyen-Âge un peu obscurantiste, un peu loin de tout, trop religieux. Hey, on était débile, ils pensaient que la Terre était plate. Ben non! Mais c'est un beau gros mythe, ça. Vraiment, de penser les Flat Earthers, là. C'est pour ça, il y en avait pas de Flat Earthers. Il y a une mention au Moyen-Âge, mais c'était une joke. Mais c'est comme si toi, tes spectacles d'humour, là, les gens prenaient tout au premier degré puis disaient, voyez, ça c'est la vérité vraie. Puis là, l'histoire se base sur ma joke. Exactement. Mais tu disais que c'était surtout, dans le fond, le clergé puis tout, dans le fond, les religieux qui pensaient plus que la Terre était plate. Ben non, justement, c'est que même les religieux savaient que la Terre était ronde. Ouais. C'est juste que c'était pas ça le débat. Le débat, c'est de savoir qui est-ce qui est au centre de l'univers. Est-ce que c'est le Soleil ou la Terre? C'est pour ça Magellan... Ben, Magellan, ça a été de prouver qu'il y a une route, tout simplement. Parce qu'on se dit, si elle est ronde, et où la route? Puis qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Galilée, non, je pense que je me suis trompé. Galilée, exactement. C'est lui qui s'est fait... Galilée, il aurait dit que justement, au centre du système solaire, et le Soleil et la Terre n'est qu'un satellite. Puis là, les religions ont dit, ben non, la Terre est au centre de tout. Copernic, même chose, Kepler, la même chose, Tycho Brahe. Tu sais, les grands astronomes de cette époque-là ont dit, ben, la théorie, là, voulant que c'était la Terre qui soit au centre, ça marche pas. Puis Galilée, il y a eu cette phrase célèbre parce qu'on lui a fait un procès pour excommunication. En gros, il a dit, soit tu dis tu répudies ce que t'as dit, soit on te brûle. Lui, il avait finalement, je vais me répudier. Tu sais, je veux dire, c'était une version intense. C'est ça, le choix de Sophie. Puis, quand il est sorti là, il y a eu cette phrase qui est devenue célèbre. Il dit, et pourtant, elle tourne. Là, la planète, malgré ce que je viens de dire, elle tourne. Parce qu'il y a des lois mathématiques qui président à ça. Fait que ce que je viens de dire n'a aucune importance. C'est beau quand même. Et pourtant, elle tourne. Ben, c'est beau, mais tu m'as en même temps un peu perdu. Oh shit, hey, je vois que le temps il avance puis il est quelle heure? On a le temps. On a OK, cool. Parce qu'il m'en reste 2 autres dans le fond. Hey, c'est tout?
Ben, j'en avais fait une couple la dernière C'est fois. vrai. Ouais. Napoléon Bonaparte, ça a l'air qu'il y a eu comme une controverse avec son héritage. Ou... Hey, ça, j'ai pas suivi, par exemple. Non? Okay. Là, tu me pognes, tu me désarçonnes. Peut-être une prochaine vidéo. Sur le cheval blanc. Oui, mais ça, par exemple, j'adore ça quand les gens m'envoient des suggestions de vidéos. Parce qu'il y a plein d'idées qui me viennent à ce moment-là. Je fais, hey, j'avais pas pensé à ça. Okay. Mais la controverse, ben, en fait, sans doute que tu veux parler de la commémoration de Napoléon. Est-ce que on commémore Napoléon ou non, sachant que ça a été des meurtres, par exemple, sur la campagne d'Égypte. Je vois soit un tyran ou soit un... Exactement. Puis il y a des livres qui ont été écrits beaucoup sur Napoléon, sur la légende noire de Napoléon, parce que c'est une figure qui a été beaucoup mise de l'avant comme étant une figure positive. Et pourtant, tu sais, c'est des guerres, des millions de morts, c'est de l'esclavage. C'est des questions qu'on s'est posées. Est-ce que Napoléon ne serait pas un tyran déguisé avec des vêtements de bonne conscience ou qui le font paraître bien dans l'histoire de France? Okay. C'est là où est-ce qu'on s'est dit, peut-être on va faire un peu de backpedaling pour revoir cette image d'un Napoléon conquérant. Okay. Ça a été beaucoup ça sur la commémoration de Napoléon. Mais tu sais, les Français, quoi qu'on fasse, là... Il y a tout un débat. Ben oui. Ben tu sais, ça a été la même chose sur Churchill. Là, parce que je vais sortir un balado dans quelques jours. Fan d'histoire, je fais un balado à Radio Cannes sur cool. Churchill. Puis je reçois Jean-Philippe Vautier. Puis on parle de Churchill. Puis j'attaque tout de suite la question. Il y en a qui disent que Churchill était raciste, ce qui est le cas. Il considérait qu'il y avait des races supérieures, puis la sienne, la race britannique, était supérieure. Puis on l'accuse aussi d'avoir laissé mourir des Indiens lors de la famine en 1942, ce qui est vrai aussi. Fait que quand tu vas en Inde, tu parles de Churchill, pour eux, c'est comme Hitler. Ah, c'est pareil. Ouais. Mais en Angleterre... Pourtant, il l'a combattu. Oui, mais en Angleterre, Churchill, c'est un héros. Puis tu vois que ces visions-là s'opposent. Puis il y a plein de clash qu'il y a entre des profs qui disent, écoutez, c'est pas si lumineux que ça, Churchill, là. Oui, certes, il a combattu Hitler, il a permis, mais tabarouette, lisez-le, là. Un esti de raciste, là, sur ben des affaires. Fait qu'est-ce qu'on conserve ça? Est-ce qu'on conserve la mémoire de ça? Fait que tu sais, t'as plein de débats qui sont pas inintéressants parce que, de toute façon, on a toujours tort de voir un personnage juste gentil et on a toujours tort de voir un personnage juste méchant. Il y a toujours des nuances à apporter. Puis le but, quand tu fais de l'histoire, c'est pas de juger. Tu veux pas juger quelqu'un, tu veux juste voir, voici le portrait. Ouais, c'est ça. Puis te référer aux faits, puis aux preuves. Puis pas juger, c'est ça l'affaire. C'est les gens disent, c'est un esti de gros dégueulasse. Je l'ai fait tantôt avec McDonald's, là. Mais là, tu vois, c'est le citoyen qui parlait. C'était pas l'historien. Ouais. L'historien te raconterait un peu plus froidement les faits parce que, justement, ça demande ça. Mais comme je te dis, à un moment donné, il y a une éthique de l'historien qui te dit, je peux pas parler de l'Holocauste en disant qu'il y a juste 6 millions de Juifs qui ont été tués dans des chambres à gaz. Faut que je dise que ça a été un des plus grands crimes de l'humanité, qui a été dans des conditions horribles, où les enfants ont été torturés, où on arrachait les enfants aux familles, où les hommes étaient exténués étaient détenus dans des conditions inhumaines. C'est une manière de le dire pour décrire les choses, mais en gardant un sentiment qui montre que ce n'est pas correct, parce qu'il y a des choses... On a des valeurs dans notre société. Tuer froidement, ça peut jamais être bon. Jamais. Mais il faut que tu le racontes sans aller dans des astis de gros calices de tête. Non. C'est pas une demi-teinte, je te dirais, mais t'as une manière d'exposer les choses en faisant ressentir. Tu sais, quand je dis, par exemple, le massacre de la Saint-Barthélemy, je fais une vidéo là-dessus, où on passe 5000 protestants au fil de l'épée en une nuit à Paris, en 1572. Fil de l'épée, ça veut dire je pogne mon épée puis je te charcute, là. 5000 personnes. Ah ouais. Fait que... Ça, c'est la Révolution française? Non, ça, c'est la Saint-Barthélemy. Ça, c'est les guerres de religion. Okay. Puis, comment tu fais comprendre aux gens que 5000, c'est pas une statistique. C'est des gens qui sont morts dans des conditions horribles. Puis froidement. Puis je pense que tu as une manière, j'allais dire quasiment de le jouer. Parce que tu sais, quand tu racontes quelque chose, tu joues. T'es en spectacle.
Fait que le spectacle que tu donnes, il peut pas juste être froid, loin. Faut que tu sois un peu avec les victimes, avec l'horreur qui a été commise. Puis faire sentir cette espèce de frisson délicieux aux gens pour dire, je dis délicieux, je devrais pas, cette espèce de frisson qui te prend au corps, à la tête, à la gorge, qui fait, tu sens le poids de l'histoire à un moment donné, puis tu fais, il y a du monde qui sont morts, qui auraient pas dû. Ouais, des innocents, c'est ça. Oui. Ouais. Mais tu sais, tout à l'heure, tu disais le but d'un historien, c'est de juste raconter les faits, tout ça, sans juger. Mais penses-tu que des fois, le facteur humain peut quand même embarquer, tu sais? Tu sais, on a beau... Faut qu'il embarque. Une certaine mesure. Tellement pas juger, puis juste... Mais des fois, tu sais, t'as quand même des valeurs, tu sais, t'es Laurent avec ton vécu de Laurent. Mais les gens le savent à quelle enseigne je loge, tu sais. Ouais. Simplement, je dirais jamais de quel bord politique je suis, pour qui je vote, si je suis fédéraliste ou souverainiste. Je le dirais pas, ça. Pourquoi? Parce que ça va trop colorer la manière dont les gens vont me lire, vont me regarder, puis je veux pas ça. Ils vont t'étiqueter. Ouais. Puis moi, ce que je préfère, c'est être catégorisé d'historien sensible. Ou sensé, non sensible, je pense, où est-ce que je veux faire ressentir ce que les gens ont vécu. Puis ça, si j'arrive à te faire ça, c'est une victoire pour moi. Puis c'est lourd parce que ça demande une empathie face à la douleur des hommes et des femmes du passé. Puis ça demande aussi non pas une distance critique, mais au contraire, d'aller dans le passé puis de marcher un peu avec eux. Puis sentir ce qu'ils vivent. Ouais. Comme je te disais tantôt, l'histoire n'est pas un pays étranger. L'histoire est un présent perpétuel. On ne s'en libère jamais vraiment de l'histoire. Parce que même les événements qui sont passés il y a 3000 ans sont réinterprétés, réactivés, détournés pour des causes, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises. Puis moi, ma job, c'est de faire comprendre ces moments-là. Je dis, moi, ma job, mais on est des tonnes, hommes, femmes, de tous horizons. Puis, si on arrive à faire ça, ça fait des gens plus ouverts, des gens qui jugent moins vite aussi, puis des gens qui, quand ils voient arriver les choses dans le quotidien des événements politiques, ont une distance critique. Ouais. Ah, c'est beau. Un peu lourd, quand même. Ouais, il y a une phrase que t'as dit. Non, je pense que t'avais repris de quelqu'un. Je me souviens plus c'est qui, par exemple, le nom. C'était on revit pas le passé fait juste rimer. Ah oui, c'est ça, j'avais cité Mark Twain qui dit l'histoire ne se répète pas, mais parfois elle rime. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est beau ça quand même. Ça, c'est une puis tu sais, quand tu parles de la grippe espagnole puis de la COVID-19, là, tu fais ça rime en tabarnak. Ouais. Tu sais, on va-tu recommencer les mêmes erreurs? Puis on est capable de se baser. Puis c'est drôle de voir qu'à quel point on en a beaucoup parlé de la grippe espagnole au début. Puis on m'a demandé beaucoup d'intervenir là-dessus parce que les gens se sont dit comment ils ont réagi. Historiens, historiennes qui avaient travaillé depuis des années là-dessus, dont on se calissait parce que c'était pas important pour nous. Là, ça l'est. Ouais. Informez-nous. Puis là, c'est comme, on est là depuis le début. Le dernier intérêt qu'on a eu, c'était avec le H1N1. C'est vrai, mais t'as raison de le dire. Ouais. Dernière question. Ouais. Marie typhoïde. J'ai écouté la vidéo tout à l'heure. Ouais. Puis c'est un sujet passionnant parce que on refait un peu, on voit que l'erreur humaine, tu sais, Mais c'est fou, hein, l'histoire de Marie typhoïde. Ça, j'ai capoté. Ouais, écoute, ça, j'en ai même l'expliquer. Oui, je la raconte rapidement. Je m'en souviens plus beaucoup. Fait que ça se peut, je me trompe un peu. Ouais. Mais tu sais, en plus, j'en ai fait un article dans la presse. La presse en fait, le Courrier international a repris l'article. J'étais tellement heureux. Puis tu sais, c'est l'histoire d'une femme qui allait de maison en maison. Puis à chaque fois qu'elle partait, il y avait une épidémie de typhoïde qui se révélait. Puis là, en fait, j'ai construit la vidéo comme une espèce d'enquête où est-ce que c'est le médecin qui arrive puis qui fait comment ça se fait que tout le monde meurt ici. Ouais. Puis là, il isole tout puis il se rend compte tranquillement que c'est une femme du nom de Mary qui va de maison en maison, mais qui est une porteuse saine de la typhoïde. Fait qu'elle a pas de symptômes. Elle a pas de symptômes, mais quand elle va aux toilettes après ça, le monde est contaminé puis ils crèvent toutes. Fait que là, finalement, il va la confronter. Elle refuse, elle veut rien savoir, elle fout le camp. Il demande aux autorités publiques, ils vont la prendre, ils l'enferment. Et elle reste là 2-3 ans. Après ça, ils disent, bon, c'est beau, vous pouvez repartir.
elle quitte, elle repart ailleurs, elle recontamine encore du monde. Non, il fait ça n'a plus de bon sens. Ils apprennent, puis ils l'ont mis en quarantaine pour le reste de sa vie. Mais tu sais, ça pose une question intense. Tu sais, c'est l'éthique par rapport à ça. Est-ce qu'on peut enfermer quelqu'un toute sa vie parce qu'il est un danger pour la société, puis brimer ses libertés individuelles? Malgré elle, oui, au profit des libertés collectives. Si on la laisse aller, elle va tuer du monde. Fait que tu sais, ça pose la question, encore aujourd'hui, les gens qui sont des porteurs de maladies, c'est quoi leur job? C'est quoi leur fonction? L'isolement, la quarantaine, tu sais, c'est exactement ça. Puis ça a été le début de l'histoire de Marie typhoïde, qui est très connue dans le monde anglo-saxon, pas du tout chez nous, de la découverte des porteurs sains. C'est-à-dire, c'est que tu peux avoir la maladie en toi, mais elle se développe pas. T'es asymptomatique. T'es asymptomatique, mais tu vas tuer du monde. Puis tu sais, il y en a beaucoup des antivax qui veulent pas se faire vacciner, puis qui auront jamais aucun symptôme, mais qui vont l'avoir eu, mais qui vont peut-être tuer du monde. Puis tu sais, c'est la grande question. La vaccination, c'est ça. Les gens disent, je suis pas malade. C'est pas la question. C'est une question de se protéger collectivement. Tu sais, c'est comme si tu crées une chaîne très solide, ok, de gens pour empêcher que la maladie rentre. La maladie, qu'est-ce qu'elle fait? Je te dis ça parce que ma mère est biologiste, là, elle nous en parle à chaque fois. Il suffit qu'il y ait un maillon faible. Paf! Ça passe, puis là, tout le monde est ramassé. Fait que le but de la vaccination, c'est pas que tout le monde soit vacciné. Au final, ça serait le fun, mais t'en as toujours des hurluberlus, là, ou qui disent qu'ils attendent un vaccin autre. Mais, c'est faux. Bref, toujours est-il, c'est que t'as besoin d'un cercle extrêmement solide pour protéger les autres. Les gens qui ont une maladie auto-immune, les gens qui sont trop vieux, les jeunes enfants, on l'a vu ça. Les vaccins ont permis d'empêcher ou de réduire la polio. Un enfant qui pognait la polio, il marchait plus de sa vie, là. C'était fini. Les jambes toutes tordues. Ben oui, Franklin Delano Roosevelt, le président américain de la Seconde Guerre mondiale, a eu la polio. Si tu le vois sur les photos, là, il est en chaise roulante. Puis là, les gens qui vont dire, oui, mais il est debout. Oui, mais les deux autres le tiennent derrière. Ils fake, ils font semblant. Fait qu'on le sait, tout ça. Fait que l'histoire de Marie typhoïde, là, c'est comme un reminder. Gang, ils l'ont fait, l'erreur. On est obligé de recommencer? Ouais. Fait que tu sais, c'est pour ça que je faisais ce genre de vidéo-là, puis j'ai eu du fun à l'écrire, Marie typhoïde. Ça, c'est vrai, ça. C'est tout vrai. Tu sais, c'est pas une histoire romancée. Non. Ou quelque chose. Ça, c'est qu'est-ce qui est vraiment arrivé. Oui. Puis en fait, c'est très bon parce qu'en plus, moi, je l'ai fait du point de vue du médecin. Comment le médecin qui est appelé puis qui enquête, comme une enquête de police pour dire, il m'a trouvé. Puis tu sais, il isole et dit qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, c'était la cuisinière, donc Marie typhoïde. Son vrai nom, c'était pas typhoïde. Là. C'est Mary Malone. Exactement. Puis, en fait, c'est qu'on l'a appelé typhoïde parce que c'était à propager la typhoïde, carrément. Mais écoute, c'est passionnant, cette histoire-là, là. Vraiment. C'est quand même poche que, tu sais, ton nom, tu sais, c'est comme, ben bon, ton nom va devenir un nom de maladie. Ben, c'est ça. Non. Tu vas-tu faire attention? Tu vas être avec Johnny Choléra, Michael Pest. Paul Polio. Puis il y en a un qui est bien malheureux, là, Michael Syphilis, là. Johnny Herpès. T'as un nom de groupe qui s'en vient, là. Ouais, c'est ça. Ben, hey, merci, Laurent, c'était crissement cool. Ben, merci. Écoute, vraiment, là, c'est un honneur, puis je suis vraiment content. Puis je voudrais remercier les gens aussi, parce que comme moi, je suis déjà venu une fois, j'ai eu plein de commentaires après. Ah ouais? Puis oui, puis en fait, je vois tout de suite les gens qui s'abonnent. Dès que tu sors la vidéo, je la vois. Ah ouais? Je vois qu'il y a une augmentation. Fait que merci vraiment. Là, puis ça me fait découvrir un autre public aussi des fois. Parce que moi, je te suis sur les réseaux. Rocker. Oui, mais c'est le fun, mais j'adore ça. Tu le sais, je te suis sur Instagram, puis tu me fais tellement rire là avec ce que tu publies là. Ah ouais? Des fois, c'était de l'humour louche. Des fois, c'est... Ah, écoute, moi, cool. j'aime tous les types d'humour. Faut qu'il existe. Comme ça, on a le choix. Ben c'est comme à crème glacée à un moment donné. Il y en a qui vont préférer des pacanes, d'autres qui vont aller sur citron. D'autres qui ont préféré de la molle. C'est ça. La bubble gum, tu sais, il y en a qui vont être insultés parce que devant la crème glacée, t'as une crème glacée arc-en-ciel. Ouais. Ils disent, mais ça existe pas, ces couleurs-là.
Ben, de la crème glacée non plus, ça existe pas au final. Tu sais, c'est une création rendue là. Ouais. En tout cas, fait qu'il faut tout pour faire un monde. Ben, merci beaucoup, Laurent Turcot. Si on veut te suivre... Ben, l'histoire nous le dira sur YouTube. Ouais. Puis, un balado aussi, un autre sur Fan d'Histoire, sur l'application Audio. Ah ouais? Je suis rendu avec l'application Audio. Tu l'as? Ouais, parce que j'aime beaucoup écouter les nouvelles. Mais c'est vrai, c'est vrai. Je l'aime beaucoup. Annie Desrochers. Ah, elle est hallucinante. Moi, j'aime écouter. Mais invite-la ici. Tu penses qu'elle viendrait? Ah, elle est passionnante. Écoute, elle est vraiment J'ai pas tant suivi sa carrière, mais j'aime bien comment elle c'est elle qui faisait 275 Allô aussi, qui parlait aux enfants. Ah non, elle a une carrière fascinante, là. OK, ouais. Puis elle a fait un balado aussi où est-ce qu'elle retrouve ses racines familiales, puis elle fait ça avec ses enfants. C'est super intéressant. Moi, une que j'aimerais vraiment beaucoup avoir, mais c'est plate parce qu'elle nous a dit que ça y tentait pas, là. C'est Isabelle Richer. Ah oui! Elle est journaliste avec son d'enquête. balado. Ouais, c'est vraiment intéressant ce qu'elle fait. Puis, tu sais, elle a eu une vie quand spécial. même rock'n'roll, là, parce que un moment donné, je pense qu'elle a reçu des menaces de mort, puis je pense qu'elle savait cogner la tête aussi. Ouais, en vélo, oui. Tu sais, fait que déjà là, il y a plein de sujets passionnants. Ah non, elle est passionnante. Mais allez écouter son balado aussi, ma version des faits sur audio. C'est vraiment journaliste d'enquête, écœurant. Mais les journalistes, ça vaut la peine de les écouter. Un autre qui serait bon, c'est c'est Thomas Gerbet, le gars qui sort des scoops sans arrêt. Là. Benoît Gerbet? Non, Thomas Gerbet. Thomas Gerbet. Okay, il est vraiment passionnant comme gars. Ouais. J'ai eu Félix Séguin. Ah ouais, ben oui, j'ai vu ça, je l'ai pas encore écouté. Hey, j'ai-tu trippé, ah tu non, penses, mais lui, il en a de l'histoire, ça. Ah ouais, tu sais, toutes les affaires de mafieux puis de motards. Puis là, je travaille super fort pour qu'il revienne. Là. Ben écoute, quand il aime ça, on vient. Moi, j'en reviens. Bon, ben merci beaucoup, merci Laurent. à toi. C'est crissement apprécié. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.